À tous. En déjeunant avec un ami il y a quelques semaines, on échangeait sur les pratiques de collaboration entre les devs et les ops dans nos entreprises respectives. Et il m'a posé une question qui m'a beaucoup marqué. Une question qui a été finalement le point de départ de cette discussion avec vous. Il m'a demandé qu'est-ce qui a fait que la collaboration entre les devs et les ops aujourd'hui chez Teads, elle fonctionne comme elle fonctionne. Elle fonctionne bien, elle fonctionne pas bien, mais en tout cas, qu'est-ce qui a été l'élément fondateur de cette collaboration? Alors je vais me présenter, je m'appelle Damien Paco, je suis un ancien dev devenu ops, donc je me suis occupé d'équipes de dev, maintenant plutôt des équipes orientées ops, orientées infra. Ça fait un peu plus de 13 ans que je suis au plus proche possible de la production, de la prod. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été très très proche de ça. Et aujourd'hui, je suis directeur de l'infrastructure chez Teads. Alors Teads, qu'est-ce que c'est? Teads est une entreprise française qui s'est créée en 2011. On a démarré à Montpellier. On travaille dans le secteur de l'advertising technology. Ça veut dire qu'on fait de la publicité numérique. Et en gros, on met en relation des gens qui ont du contenu à monétiser, donc des publishers, des sites de news, avec des gens qui ont du contenu à diffuser, des marques, des agences de com', principalement ça. On a un très gros focus sur ce qu'on appelle le clean advertising, c'est-à-dire l'advertising le plus éthique possible, le plus respectueux de l'utilisateur. On essaye de faire des choses les moins intrusives possibles. On est conscient que personne n'aime la pub, mais on est conscient aussi que pour qu'Internet reste libre et gratuit, la publicité est nécessaire. Et tout ça, on le fait à peu près à l'échelle, puisque notre reach estimé, c'est-à-dire le nombre de personnes qui voient nos publicités tous les mois, est d'1,5 milliard de gens. Donc on est plutôt Internet scale. Alors moi, on va repartir en 2016, il y a quelques années, quand j'arrive chez Teads, et on va regarder un petit peu dans quel état on était sur les équipes d'infra, sur l'infrastructure de Teads et sur la collaboration DevOps. En 2016, l'infrastructure de Teads, c'est plusieurs milliers de serveurs répartis sur 2 régions. On est entièrement dans le cloud AWS. On a une région en Europe, qui a été la région historique. C'est comme ça qu'on a démarré notre business. Et puis une autre région, aux US, qu'on a finalement recopiée. C'est-à-dire qu'on est allé dans la console AWS, et on a pris la console Europe à droite, la console US à gauche, et on a reproduit un petit peu ce qu'on avait à droite, on l'a reproduit à gauche. Ça, évidemment, ça génère beaucoup d'hétérogénéité, ça génère beaucoup de typos, ça génère des problèmes de convention de nommage, des problèmes de CIDR, par exemple. On avait des networks qui n'étaient pas bien... des CIDR qui n'étaient pas les mêmes à droite et à gauche. Donc ça, c'est l'état courant. On a une infrastructure qui est plutôt très automatisée, mais assez peu industrialisée. L'équipe infrastructure en tant que telle, en tant qu'entité propre, n'existe pas. On a 2 équipes de 2 personnes. Une équipe qui s'occupe principalement de la CI, CI/CD, tooling, et une équipe qui s'occupe de la plateforme au sens large, donc principalement AWS, mais pas que. Et ces 2 équipes, elles partagent aucun outil en commun. Absolument aucun outil en commun. Elles travaillent au même but, elles travaillent à faire que l'infrastructure de l'entreprise fonctionne bien, que les développeurs puissent déployer du code en production et que ça fonctionne, mais elles ne partagent pas d'outils communs. Et en 2016, on a le business qui vient nous voir et qui nous dit « Bon, c'est bien, on a démarré en Europe, notre relais de croissance, il y a 3 ans, c'était les US, on a démarré de l'infra aux US, on est présent aux US, et on continue à croître dans ces régions-là. Mais maintenant, le relais de croissance pour l'entreprise, pour le futur de Teads, c'est la PAC, c'est la zone Asia-Pacifique. Et alors, on opère dans un contexte où, au plus on a de latence entre les terminaux mobiles des utilisateurs, des internautes et nos serveurs, au moins on va réussir à faire du business. Donc en gros, ce qu'on nous demande, c'est de construire une 3e région sur AWS et d'opérer de l'infrastructure depuis la région asiatique. Le business nous demande ça. Nous, Innovation, on se retrouve face à un choix. On a le choix de recopier ce qui avait déjà été copié, donc refaire des typos sur les typos, ou on a le choix d'investir. Investir, prendre un peu de recul, s'arrêter, réduire un tout petit peu la vélocité, investir massivement dans ce qui sera le socle de l'infrastructure de Teads pour demain. C'est évidemment ce choix-là qu'on va opérer, avec plusieurs axes très forts. Le premier axe, c'est l'industrialisation. Il n'est plus question de faire les choses à la main. On ne peut plus, au scale où on opère, continuer à créer des load balancers, créer des buckets S3, créer des choses uniquement à la main. On ne souhaite plus le faire, en tout cas.
On va profiter de ce projet pour regrouper les équipes. Ça fait pas beaucoup de sens d'avoir 2 équipes de 2 personnes qui travaillent pour un but commun sur des outils différents. Et donc on va les regrouper au sein d'une nouvelle entité qu'on va appeler l'équipe infrastructure. Et on va essayer de leur faire parler en langage commun. Et pour leur faire parler en langage commun, on va chercher un outil, quelque part un outil pour sceller, pour cimenter ces 4 personnes qui travaillaient sur des choses hétérogènes. On fait un petit tour du marché. On souhaite faire de l'infrastructure as code. Comme on est principalement sur AWS, on a le choix entre CloudFormation et Terraform. CloudFormation est le produit d'infrastructure as code d'AWS. C'est un super produit, mais il nous restreint à AWS. Et alors, on a beaucoup d'infrastructures dans AWS, mais pas que. On a aussi d'autres providers. Et Terraform est un outil qui va nous permettre d'opérer également d'autres providers. Terraform, très rapidement, pour introduire l'outil, c'est donc un outil d'infrastructure as code, c'est-à-dire que plutôt que de construire votre infrastructure en cliquant sur des boutons dans votre console, AWS, vSphere, GCP, que sais-je, vous allez décrire l'état souhaité. C'est-à-dire vous allez écrire dans un fichier que vous souhaitez une ressource de type load balancer, que vous souhaitez une ressource de type bucket S3. Cet outil, il vous amène des propriétés très intéressantes by design. Toute l'infrastructure que vous allez construire avec Terraform, elle est documentée. Vous vous retrouvez avec de l'infra qui est documentée. Vous pouvez, si vous voulez savoir est-ce que tel composant interagit avec tel autre composant, et bien en fait, on va regarder dans le code, et le code fait la documentation. Ça amène également l'approche de peer review, qui est absolument capitale dans toutes les équipes de développement. La plupart des équipes de développement, avant de merger du code, fait de la code review par un autre membre de l'équipe. Avec Terraform, vous pouvez au sein de votre équipe d'infrastructure faire de la code review avant de faire une mutation dans votre infrastructure de production. Voilà, ça ressemble à ça, Terraform, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en gros, on demande. Donc là, c'est la création d'un bucket S3. Donc on va écrire un fichier dans lequel on va dire je veux une ressource de type S3 bucket, AWS S3 bucket. On va l'appeler, son nom, ça va être DevOpsRex Test Bucket. Et on va lui associer tout un tas de paramètres, tout un tas de propriétés. Donc par exemple, en l'occurrence là, on va activer le chiffrement sur ce bucket-là. Une fois qu'on a écrit ce fichier-là, on n'a rien fait. On n'a pas construit d'infrastructure. On a décrit ce qu'on voulait avoir. Et on va utiliser Terraform pour rentrer dans les 3 phases de l'outil. La première phase de code, on vient de voir qu'on a écrit un fichier de code. La seconde phase de planification. La phase de planification, l'outil Terraform va lire votre fichier de code et il va faire le différentiel de entre ce qu'il trouve sur votre production et ce que vous avez écrit dans votre fichier. Et il va vous proposer une liste de mutations à opérer, une liste d'ajouts, une liste de changements, de modifications, et une liste de suppressions. Et enfin, une 3e étape, qui est l'étape d'application, où là, vous allez dire à Terraform, OK, je suis d'accord avec ce que tu as planifié, applique-le maintenant, effectue effectivement ces mutations sur l'environnement de dev, de production, que sais-je. Alors nous, chez Tids, on a découvert Terraform au passage de ce projet-là, dont je vous parlais, la 3e région à Pâques. Donc on était en mars 2017 à peu près. Et assez vite, on s'est aperçu qu'il fallait s'outiller autour de Terraform. L'idée, c'est que Terraform, c'est un outil que vous pouvez exécuter en ligne de commande. Et nous, ce qu'on souhaitait éviter absolument à tout prix, c'est que les développeurs ou les ops exécutent cet outil depuis leur poste de travail. On souhaitait pouvoir centraliser les exécutions à des fins d'audit, mais également, alors on veut faire de l'audit pas tellement pour blâmer quelqu'un, mais pour savoir pourquoi les choses ont été faites. C'est absolument capital, en tout cas dans notre contexte. Donc on a commencé par une phase d'outillage où on a construit des jobs Jenkins qui nous permettent finalement d'effectuer les phases de planification et d'application avec Terraform. Au bout de 3 mois, donc on est fin juin 2017 à peu près, la nouvelle région AWS au Japon fonctionne, elle est démarrée, on a notre grosse dizaine de services dont on a besoin, c'est les services minimaux dont on a besoin pour opérer notre plateforme sur une nouvelle région. L'équipe infra est super contente, c'est un très beau projet, tout le monde est ravi. Pour la petite histoire, Tids nous autorise à aller au Japon pour faire le déplacement de trafic et donc profiter d'être sur place pour ça. On rentre à Montpellier et on se retrouve dans une situation de nouveau très hétérogène. On a une nouvelle région de prod, elle est toute shiny, toute belle, elle brille,
Tout le monde veut l'utiliser, tout le monde veut s'en occuper. Et puis on a nos 2 autres régions historiques, sur lesquelles on fait 98% de notre business, qui, elles, sont de fait legacy. Elles deviennent legacy, quoi. Et alors, à ce moment-là, on réfléchit à comment est-ce qu'on va pouvoir opérer une migration douce de ces 2 régions legacy vers notre nouvelle manière de faire, la manière terraformée. Et c'est un problème que moi j'ai rencontré dans d'autres entreprises également. C'est un problème qui n'est pas facile à résoudre. Parce qu'évidemment, vous avez une centaine de développeurs qui, eux, ne vont pas s'arrêter. Vous n'allez pas dire aux développeurs, arrêtez tout, on va prendre 2 fois 3 mois, on va tout reconstruire, et puis après, vous pourrez recommencer à bosser. Donc on est reparti à la feuille blanche, et on s'est dit, OK, on ne pourra pas, nous, équipe infra, faire toute cette migration pour tous les développeurs. Donc il va falloir renforcer la collaboration entre les feature teams, les développeurs, et l'équipe infra, les ops. Et on a commencé par écrire des guidelines. Terraform, c'est un outil vraiment surpuissant, mais vous pouvez faire du Terraform de 50 manières différentes. Vous pouvez architecturer votre code Terraform vraiment de manière complètement différente par rapport à ce que nous on fait ou ce qu'une autre entreprise va faire. Et donc on a écrit des guidelines sur comment est-ce que chez Tids, on écrit du code Terraform. Comment on a architecturé, on explique comment on a architecturé notre repository de code. Et puis une fois qu'on a écrit ces guidelines, on est allé voir les feature teams, on a pris quelques développeurs de chacune des feature teams et on les a formés. On leur a expliqué qu'est-ce que c'était que Terraform, pourquoi c'était bien pour eux, et comment l'utiliser. On a également pris un des composants transverses de l'entreprise. Comme dans la plupart des boîtes, on est organisé en feature team et puis on a des composants qui sont transverses. Et les composants qui sont transverses, on le sait bien, ils sont la responsabilité de tout le monde, donc de personne. Et du coup, on a choisi de prendre un de ces composants-là, dont personne ne s'occupe, et on l'a migré. Et ça nous a donné un exemple, une marche à suivre pour les feature teams. Formation, guidelines, marche à suivre. Et enfin, on leur a fait un transfert de responsabilité complet. On leur a dit, écoutez, nous, on vous a fourni tout le socle. Maintenant, vous êtes autonome. C'est à vous de migrer votre infrastructure vers Terraform, vers la nouvelle manière de faire. Alors évidemment, ils n'avaient aucun incentive particulier pour le faire. Donc on leur a mis une petite carotte quand même pour activer les choses. Et on a réécrit notre outil de déploiement sur la base d'un certain nombre de choses que les feature teams demandaient depuis longtemps. On a réécrit un outil de déploiement. Et cet outil de déploiement, on ne l'a fait fonctionner que dans l'infrastructure terraformée. Donc toutes les feature teams qui souhaitaient se mettre à utiliser cette nouvelle manière de déployer étaient quelque part obligés de d'abord terraformer leur infrastructure. Le résultat, c'est que 2 ans et demi après, presque 100% de notre infra est terraformé. Il nous reste quelques petits services qui sont encore dans l'infra legacy, qui sont censés mourir depuis 2 ans, et qu'un jour ou l'autre, on finira bien par tuer. Mais globalement, les choses se sont bien passées. Aujourd'hui, on opère quasiment 100% de notre infra avec Terraform, et on en est ravis. On en est ravis pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur le repo qui contient l'infrastructure de Tids, il y a 80 contributeurs différents qui ont un jour rajouté du code, enlevé du code, qui ont fait quelque chose sur ce repository-là. On est 10 dans l'équipe infra, ça veut dire qu'il y a 70 personnes qui ne sont pas des ops, qui ne sont pas des gens de l'infra, qui ont rajouté des choses dans ce repository. Tout ça, ça a généré 6000 pull requests. 6000 pull requests que les gens de l'équipe infra ont review, ont mergé, et ont appliqué en production. On conserve au sein de l'équipe infra finalement le côté gardien du temple d'appliquer la mutation de production, parce que si la mutation qu'on va appliquer en production génère des problèmes, on a quand même une compétence sur AWS et sur les différentes plateformes qu'on opère qui est un peu plus large que celle de la plupart des devs, et donc on préfère être ceux qui vont répondre à l'incident si Terraform génère un incident. Ce qui nous est jamais arrivé en 2 ans et demi. Et enfin, ces 6000 pull requests ont généré un peu plus de 10 000 mutations en production sur 2 ans et demi, donc ça fait un peu plus de 10 par jour. Ça veut dire que plus de 10 fois par jour, on a Terraform qui lit des modifications de code et qui rajoute des choses, en enlève, en renomme certaines. On arrive au bout. En takeaways, si je dois vous donner juste rapidement 3 éléments à garder en tête, ce qui a très très bien marché pour nous, c'est permettre aux gens de parler le même langage. Et finalement,
Terraform est un bon outil pour ça. Terraform permet de mettre autour d'une table des devs et des ops et de leur dire vous allez parler du langage HCL, en fait, le langage de Terraform, et ça va très très bien fonctionner. La formation et les guidelines, c'est absolument capital. Ça a été, en tout cas pour nous, ça a été capital dans l'adoption de l'outil par des équipes autres que l'équipe infra. Et enfin, responsabiliser les gens. Au plus on responsabilise. Alors je sais que c'est pas possible dans tous les contextes, mais dans les contextes où c'est possible, responsabiliser les feature teams vers leur prod, leur run, leur infra, ça permet à votre équipe d'infrastructure de se concentrer sur d'autres choses que je dois rajouter un load balancer, je dois rajouter un bucket S3 pour telle équipe. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, je serai encore disponible pendant quelques heures après. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Merci à tous. Bon, mais merci pour ça. Merci pour ça. Est-ce que je peux vous proposer quelques questions? Avec plaisir. Voilà. Donc, question numéro 1. Est-ce que les vidéos des 2 tracks seront disponibles après la conférence pour tous les participants? Oui. Yes. OK, très bien. D'accord, c'est fait. Done. Maintenant, vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, vous referiez le choix de Terraform? Et en plus, avez-vous entendu parler de Pulumi? Alors non, j'ai pas entendu parler de ces outils-là. Voilà. Et du coup, je referai le choix de Terraform les yeux fermés, sans aucun problème, quoi. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui a révolutionné notre manière de travailler, à la fois dans l'équipe infra, mais également chez TIDS. Aujourd'hui, une équipe qui veut créer un nouveau service, elle écrit le code de son nouveau service et elle écrit également le code de l'infrastructure de son nouveau service. Et donc, elle package tout ça, elle vient nous le soumettre et nous, on fait de la review et on le run. Préalablement, il aurait fallu qu'on soit sur la chaîne critique de la delivery de ce nouveau service pour produire l'infrastructure en amont pour qu'il puisse déjà développer et puis ensuite qu'il puisse partir en production. Donc il y a une autonomie de la feature team grâce à Terraform qu'on n'aurait pas sans cet outil-là ou sans un outil qui y ressemble, quoi. Très bien, merci pour ça. Question. Merci Ludo. C'était impoté, hein? Je ne fais pas de favori ici. Comment tu as géré les aspects socles, des aspects plus proches de l'application? Est-ce que tu as une approche monolithique de ta codebase? Sinon, quelle est l'architecture de ta codebase? Wow. Ça, c'est une question avec une réponse longue. Comment on a géré ça? On a une approche plutôt monolithique, effectivement. On a un seul gros repo avec tout le code Terraform de l'entreprise dedans. On a fait quelques modules, donc Terraform permet de faire des modules pour réutiliser du code finalement, histoire de ne pas répéter constamment les mêmes choses. Donc on a écrit quelques modules pour des choses relativement simples, la création d'un nouveau service de type stateless, donc avec un load balancer, un certain nombre un autoscale group, etc. Ça, et oui, ce qui a drivé l'architecture de notre repository, ça a été le fait de remettre en jeu le moins possible d'infrastructures à chaque fois qu'on fait un apply. C'est-à-dire avoir finalement les choses sont très morcelées, mais on n'était pas hyper confiant envers l'outil Terraform il y a 2 ans et demi quand on a commencé à l'utiliser. On s'est dit, ok, de temps en temps ça va planter. Et quand ça va planter, si c'est sur 100% de notre production que ça plante, c'est très grave. Si c'est sur un tout petit composant, c'est beaucoup moins grave. Et Terraform, si vous segmentez votre code dans des dossiers, finalement, il va vous construire un fichier d'état par dossier. Et ce que vous remettez en jeu à chaque apply, c'est ce fichier d'état-là. Donc s'il contient un load balancer d'un de vos services de prod et que ça plante, vous avez perdu ce load balancer-là, mais vous avez encore tous les autres qui fonctionnent, quoi. Et voilà. C'est presque trop facile. Merci beaucoup. Mais merci pour ça. Merci à tous.